fascicule N17! Oui, houhou! En fait, ça, c'est un de mes fascicules, on va dire préférés. En tout cas, je l'aime beaucoup. Puis je vous explique pourquoi. C'est parce que ce genre de choses-là, ça s'apprend habituellement pas ben d'un cours. En fait, on les voit pas super bien dans des livres et tout ça. Pourtant, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et non seulement c'est intéressant, mais c'est hyper utile. Fait que, étant donné tout ça, ben, je trouve que c'est vraiment super d'avoir un fascicule. Maintenant, vous avez des notes de cours. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Puis en plus, je m'en vais aller au tableau pour vous... Parce qu'il y a quelques affaires que j'ai pas dessinées, j'ai pas pris le temps de tout finir ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on va avoir un peu de tableau à faire. Donc, c'est tout ce qui est générateur. Donc, celui que vous connaissez le mieux, c'est le PWM. Mais il y en a d'autres sortes. Donc, aussitôt qu'on parle de faire flasher une DEL, c'est un générateur. Ça génère une impulsion pour faire allumer la DEL. En fait, une onde carrée, ben, ça pourrait être on peut appeler ça un générateur aussi. Euh, Par contre, ce qu'on va s'attarder, c'est des générateurs qui nous permettent de faire des formes d'ondes particulières, pas juste des ondes carrées, mais des formes d'ondes aussi particulières. Donc, particulière dans le sens que c'est pas juste la forme, mais ça peut être aussi la redondance, quand est-ce que le signal recommence. Donc, il y a plusieurs types de générateurs différents. Ils ont des utilités différentes. Donc, je verrai pas tout, mais je vais ratisser un peu le terrain, OK? Donc, il y a j'ai fait ça en trois catégories. Les générateurs d'ondes impulsionnelles et de patrons binaires. Donc, c'est vraiment des ondes carrées, là. Puis il y a les générateurs de fonctions, donc qui vont générer des signaux analogiques particuliers, mais de façon numérique. Ils vont sortir, on pourrait sortir la valeur analogique euh, sur un convertisseur numérique à analogique, mais c'est généré de façon numérique. D'ailleurs, vous utilisez des générateurs de fonctions dans les laboratoires qui sont des générateurs numériques. Et on s'en rend pas compte, hein? Vous ajustez ça avec un petit potentiomètre, puis ça génère un beau sinus ou une triangulaire ou une onde carrée. Mais c'est tout généré de façon numérique avant de sortir de façon analogique. Fait qu'on va voir comment ça fonctionne, puis vous allez même en fabriquer. Il y a les générateurs de bruit blanc. Ça, malheureusement, on n'aura pas vraiment le temps de faire un lab là-dessus. Par contre, je vais sortir ce que j'ai. Au moins, on va commencer à définir c'est quoi un bruit blanc. Donc, c'est ça. Donc, un générateur d'ondes impulsionnelles, c'est une onde carrée. Celui que vous connaissez le mieux, c'est le PWM. Vous savez ce que c'est un PWM. Vous n'avez tous vu un, vous n'avez tous utilisé un. Moi, ce que je veux, c'est comprendre comment il marche en dessous. Comment ça se fait que ça fait un onde carrée, puis que par la suite, ça continue à zéro, puis ça recommence tout le temps? Ben, comment on fait ça? Je vais aller au tableau. Vous pouvez garder ça en avant de vous avec le dessin qui est là. Je vais quand même aller au tableau. Donc, un PWM, vous avez, vous avez l'onde qui commence comme ça, puis elle recommence, et la fréquence ou la période du signal, on va l'appeler P ou T, c'est la même affaire, grand T. La période qui est ici est toujours fixée au départ. Si on ne fixe pas la période ou on ne fixe pas la fréquence de recommencement de l'onde, ben, c'est pas vraiment un PWM. Parce qu'il existe aussi une autre sorte de générateur où est-ce qu'on a toujours l'impulsion de la même taille, mais on change la fréquence. Ce qui ferait en sorte que, par exemple, on pourrait avoir
cette onde-là, mais on la rapproche. Donc, on a changé cette distance-là. Ça, c'est un autre type de générateur. C'est un générateur d'impulsion où est-ce qu'on change la fréquence. Je vais y revenir, on va le voir ensemble. Okay? Nous, ce qu'on s'attarde, c'est vraiment un PWM sur lequel la période est fixe. Ce qui change, c'est la durée de l'impulsion qui est ici. Okay? Donc, le PWM, pour être capable d'avoir une période toujours la même, ce qu'on fait, c'est qu'on subdivise cette période-là en parties égales dans le temps. Habituellement, comme on est en binaire, ben, ce nombre de divisions-là, ben, c'est un facteur de 2. Donc, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 512, je l'ai oublié. OK? Donc, c'est 2 exposants, machin truc. Donc, si on veut avoir ça divisé en 256, on a 2 à la 8. Donc, on a besoin de 8 bits pour être capable d'encoder quel sera l'emplacement du changement d'état ici. Si on va avoir 1024, ben, on va avoir besoin de 10 bits. Ainsi de suite. OK? Fait que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient compter. On va se prendre un compteur, puis on va compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à, mettons qu'on est sur 8 bits, jusqu'à 255. Et ce qu'on va faire, c'est que tant et aussi longtemps qu'on est plus petit qu'une certaine valeur, on garde la sortie à 1. Puis quand on est plus grand, on met la sortie à 0. That's it. Ça prend donc un comparateur. Ça prend deux choses pour faire un PWM. Ça prend un compteur binaire, puis un comparateur binaire. Le compteur, c'est du séquentiel. Le comparateur, c'est du combinatoire. OK? Je retourne au dessin. Si vous regardez ici, ça ici, c'est le diagramme du timer 2 dans un PIC 10 F322. C'est un des plus petits microcontrôleurs que Microchip fait encore. C'est un microcontrôleur vraiment de la famille des PIC 10. C'est vraiment ce qu'il y a de plus petit. C'est le PIC qui est utilisé là, dans le petit circuit promotionnel de Techno, là, qui coûte le même prix qu'un 555, donc une soixantaine de cents. Donc, il y a ça à l'intérieur et bien d'autres choses. Vous seriez surpris de voir à quelle quantité de stock qu'il y a là-dedans dans si petit. Okay? Il y a un timer, c'est le timer 2. Le timer 2, c'est un timer si je me souviens bien, c'est un timer de 8 bits. On pourrait toujours aller voir. Ah non, 10 bits. C'est un timer de 8 bits. Non, c'est un timer de 8 bits. Il y a un prescaler, mais ça, je toucherai pas à ça, le prescaler. C'est pour changer la fréquence, mais j'en parlerai pas. On va juste s'attarder au PWM. Donc, vous avez le timer 2. Le timer 2, là, c'est un compteur. Là, Microchip, ils ont fait un dessin bien simple. Ils ont fait un carré. Et là, ce carré-là, c'est le timer. Mais moi, j'aime bien ça. Vous le savez, un compteur, pour moi, c'est plus que ça. Un compteur, c'est pas juste un carré. Si je fais le carré de Microchip, ça, c'est le carré de Microchip. Mais moi, à l'intérieur de ça, je fais ça. Ça, c'est un compteur. Il y a une bascule ici. Il y a des bascules. C'est le registre. C'est le registre qui contient le compte. Il s'appelle... Ça, là, c'est un compteur de 8 bits. Donc, il y a 8 bits ici en sortie. Puis ça, c'est mon registre qui contient le compte.
c'est lui qui s'appelle TMR2. Et TMR2 prend la valeur, l'incrémente plus 1 à chaque à chaque coup d'horloge. OK? Microchip, eux, ils ont fait un beau carré. Ça, c'est votre timer 2. OK? Moi, je rajoute des détails. C'est toujours comme ça. Un compteur, c'est toujours de la logique pour être capable de faire l'incrémentation. Sinon, s'il n'y a pas de logique combinatoire en avant d'un système avec juste des bascules, on appelle ça des registres. Mais si on veut faire quelque chose avec, son comportement va être dicté par cette logique combinatoire-là. OK? Donc, ça, c'est mon timer 2. Mon timer 2, lui, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis quand il est rendu au bout, là, à 255, ça veut dire que tout est à 1. 1, 1, 1, 1. Rendu au bout, le coup d'horloge suivant, il retombe à 0. Tout seul. C'est, si vous prenez n'importe quel additionneur binaire, puis vous mettez la valeur maximale qu'il peut avoir en entrée, puis vous faites plus 1, il va toujours boucler. On appelle ça un wraparound. C'est normal que ça fasse ça. C'est parce qu'il y a un dépassement, puis le circuit, il est pas fait pour bloquer. Il est fait pour utiliser le moins de ressources possible. Puis le moins de ressources possible veut dire ne pas vérifier s'il y a un dépassement. OK? Fait qu'à cause de ça, ben, le timer, lui, il fait 255, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 255, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il arrête pas. Jamais. Tant aussi longtemps qu'on ne dit pas d'arrêter. Okay? Ce qui veut dire que si on regarde ça conceptuellement, hey, je vais me promener au tableau encore. Conceptuellement parlant, ce que ça va donner ici, là, mon compteur, au lieu d'écrire 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 255, je vais regarder ce que ça donnerait si j'essayais de faire sortir ça sur une sortie analogique. La sortie part à 0. OK? Vous avez ici. Puis rendu juste avant de retomber à 0, est rendu à 255. Ça, c'est 0. Ça, c'est 255. Donc, ça veut dire que ici, là, et je suis pas droit, là. Il n'y aurait pas de petit bout de site, là, ça descend. Ça va en ligne droite. Et boy. On va prendre une règle. Donc, ça ferait une rampe. Je pars de 0, puis j'augmente. La valeur va générer comme une rampe numérique. Parce que je vais partir de 0 jusqu'à 255. Puis rendu au bout, le prochain tour de boucle, je retombe à 0. Paf! Puis je recommence. OK? Donc, ce que ça me permet de faire, je peux rajouter un comparateur binaire en logique combinatoire qui va me permettre de venir comparer avec une valeur. La valeur de comparaison serait, dans notre cas ici, ça serait, on l'appelle le PR2, ça veut dire le PR2. Ah non, ça c'est le prescaler. Ouais, non. Ok, on oublie ça. Je vais venir le comparer avec une autre valeur. Ça sera pas le PR2, ça va être un. Je me souviens plus c'est quoi le nom qu'il donne au. Ben, de toute façon, ça change avec n'importe quel. Tous les processeurs ont des noms différents, là. Mais on a une valeur ici de comparaison pour le rapport cyclique. En fait, c'est peut-être même RC. Non, c'est en anglais, c'est duty cycle. Donc, DC, c'est peut-être DC2 ou quelque chose comme ça. Point d'interrogation. Okay? Donc, la valeur de comparaison va être comparée à la valeur du compteur. Puis quand la valeur du compteur va dépasser cette valeur-là, c'est là qu'on va venir changer la valeur de la sortie à 0. Je retourne au circuit. Ah.
Donc, vous avez ici votre timer. On oublie le prescaler ici, là. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment le timer qui est ici. Quand le timer est... Ah, c'est ça, c'est DC. Exactement. Il s'appelle DC PWM. PWM, là, le X, c'est en fonction du numéro du PWM, parce que souvent, sur un seul chip, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, PWM 0, 1, 2, 3. Puis, vous avez le DC High. C'est la valeur high du duty cycle. C'est la valeur sur 8 bits. Puis, vous avez le DC Low qui est ici, qui reste les 2 bits. Et vous comparez, parce que vous avez un compteur de 10 bits dans ce... excusez, pas rapport. Je me reprends. On a un comparateur de 8 bits parce qu'on a un timer de 8 bits. Donc, le PWM DC est de 8 bits aussi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on vient tout simplement mettre la valeur du rapport cyclique ou duty cycle ici et il va être latché, il va être mémorisé dans un autre registre qui, lui, n'est pas visible à l'utilisateur. Pourquoi on fait ça? C'est parce que quand vous programmez, vous venez modifier celui-là et lui va être pris en compte quand il va avoir seulement quand il va avoir terminé une boucle pour pas que le PWM change n'importe quand. Donc, le PWM va changer du rapport cyclique seulement à la fin de son oscillation, à la fin d'une période. Il change pas n'importe quand. Fait que, il y a un contrôle là, qui est ici qui permet de faire ça. Et vous avez une comparaison. Puis cette comparaison-là, c'est elle qui décide si c'est plus grand ou plus petit. Si c'est plus petit, ça sort 1. Si le timer est plus petit que le latch qui est ici, ça sort 1. Si c'est plus grand, si le timer est plus grand, on sort 0. Et donc, ça va sortir ici à la bonne valeur, puis qu'on va pouvoir sortir directement sur la sortie du PWM sur une broche, directement sur la broche. C'est bon? Donc, ça, c'est vraiment un système de PWM. Si vous avez à vous en faire un, si jamais c'est fait avec de la logique, ça va utiliser les mêmes principes tout le temps. Vous allez avoir toujours une valeur de comparaison, puis quelque chose qui compte, qui fait une rampe, puis vous comparez les deux. Puis si c'est plus petit, ça sort 1. Si le compteur est plus petit, ça sort 1. Si le compteur est plus grand, ça sort 0. C'est le principe. Évidemment, si vous le faites programmer en langage C, puis qu'il n'y a pas de périphérique, ce qui me surprendrait, mais ça peut arriver, ça sera jamais aussi rapide. Parce que vous êtes obligé de faire plusieurs cycles pour vérifier vos valeurs, faire incrémenter le compteur, gna gna gna. Tandis que là, ça, c'est un périphérique, donc lui, il roule à une fréquence qui est dictée par l'horloge du système. Donc, il est capable de rouler. Habituellement, c'est la fréquence d'oscillation du processeur divisé par 2. Donc, si le processeur roule à 16 MHz, le PWM va pouvoir avoir une horloge interne de 8 MHz, donc la moitié. Mais ça, c'est les microchips qui sont comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres chips qui fonctionnent autrement. Il faut lire les fiches techniques. C'est toujours écrit dans les fiches techniques. OK? OK. Si maintenant, on va avoir une largeur d'impulsion fixe, j'en ai parlé tantôt, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même principe, sauf qu'au lieu, on pourrait utiliser le PWM, mais on va s'organiser pour faire changer la fréquence. Donc, on va garder le duty cycle toujours pareil. C'est lui, on le bouge pas. Mais on va changer, on va faire changer la fréquence. Donc, il y a encore un compteur. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prendre un compteur qui compte toujours pareil, mais on le fait resetter plus tôt ou plus tard. Fait que ça va changer notre période. Ça peut se faire. Si on le fait avec un circuit numérique vraiment pur, là, comme dans la View FPGA par exemple, on pourrait directement, je vais aller au tableau, on peut faire en sorte
fais mon compteur. Puis, je vais, quand le compteur est rendu une certaine valeur, je vais comparer. Ça va être un comparateur. Puis, elle va remarquer que j'ai fait un nuage. Comparateur en... Oups, la flèche, elle va pas dans ce sens-là. Le comparateur va comparer à une valeur qui est fixe. Admettons que je veux faire un seul cycle pour une impulsion. Okay? Je veux faire une impulsion, puis je veux changer juste la distance entre les impulsions. Ben, l'impulsion ici, le comparateur va comparer avec la valeur 1. Quand le compteur va être rendu à 1, il va générer mon impulsion. OK? Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Donc, quand c'est égal à... Quand le compteur est rendu à 1, il génère l'impulsion. Ouais, c'est ça. Quand il est plus petit que 1, il génère l'impulsion. Sinon, il compte. Et je vais m'organiser pour qu'il se reset à une autre valeur. Donc, je vais le faire compter, il va compter, il va compter. Puis quand il va être rendu à une autre valeur, pour changer la distance de là à là, ça pourrait devenir variable. Donc, si je suis capable de changer ça, c'est plus ça que je change, mais ça. Fait que, il y a un comparateur pour savoir quand est-ce que je suis à 1, puis il y a un autre comparateur que ça va me prendre pour savoir quand est-ce que je le reset. Oups, c'est pas ça. Donc, mon compteur, ici, plus 1. J'ai mon horloge. Puis, je pourrais avoir un reset ici. Puis là, je vais tout simplement venir me brancher à un autre comparateur avec... Mon crayon il écrit plus bien bien. Je le recharge. Bon, d'habitude, il tombe facilement. Je vais le comparer avec le registre de période. Je vais l'appeler. Ah oui, ça doit être ça, le PR. Ça doit être Period Register. Donc, le registre reg période. Période. Fait que si je veux que ma période dure, mettons, 128 comptes, je vais mettre 128 ici. Je vais comparer avec cette valeur-là. Fait que quand il va être plus grand que 128, il va me générer une impulsion. Puis je vais l'appeler impulse reset. Et ça, je vais venir brancher ça sur mon reset ici. Ce qui va faire que mon compteur va se resetter 0. Et je vais avoir ici non seulement mon impulsion qui va durer un cycle, mais en plus le delta ici va durer le nombre de comptes que je vais avoir dicté par le registre de période. Fait que c'est en faisant un système comme ça, je fabrique un circuit de générateur d'impulsion. Voilà. Donc ça, ce dessin-là, prenez-le en... Hey boy, j'espère que vous le voyez bien. Je sais pas si je peux l'éclairer mieux. C'est-tu mieux? Pas sûr. En tout cas, je pense que oui, là. J'imagine que c'est mieux sur votre écran parce qu'il y a plus de... Vous devrez avoir plus de résolution. Donc, c'est comme ça qu'on fabrique un registre, pas un registre, mais un générateur d'impulsion à fréquence variable. L'impulsion est fixe, mais la fréquence est variable. Fait que le schéma bloc, c'est le schéma bloc qui est au tableau. L'espace qui est ici, là, c'est pour rentrer ça au tableau. C'est ce qui rentre au tableau. OK. Fait que j'arrête ça ici, puis on va faire des exercices dans la prochaine vidéo. Ciao!